Bonjour tout le monde. Je vois qu'on devient petit à petit plus nombreux. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada sous le thème Maroc-Canada, une passerelle de connaissances et d'opportunités. Donc, on vous propose un voyage tout au long de ces 2 heures pour découvrir le Maroc, pour découvrir également l'expérience des immigrants francophones originaires de ce pays et aussi d'explorer certaines pistes de coopération et de collaboration entre nos deux pays, le Maroc et le Canada. Je me présente tout d'abord, je serai votre animateur. Je m'appelle Mehdi Jawari, je travaille comme analyste et rédacteur à la FCFA. Je suis moi-même d'origine marocaine. Euh, Très bientôt, je serai aussi citoyen canadien. Donc, j'imagine que je serai vraiment la personne la mieux placée pour faire cet exercice-là d'animation. Pour les personnes qui pourraient ne pas me voir, donc je porte un chandail bleu, je suis brun euh, et j'ai une chemise carreau bleu-blanc. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est pour la simple raison que à la FCFA, nous misons énormément sur l'inclusion. Donc, nous faisons en sorte que nos webinaires, que nos activités soient accessibles au plus grand nombre. Et c'est pour cela également que euh, vous auriez une interprétation en langage des signes du Québec tout au long des prochaines heures. Donc, je vais prendre une minute pour vous présenter quelques peut-être diapositives pour l'aspect technique. Plutôt, pardon, je pense qu'on va sauter cette étape, mais sinon, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés, il peut juste écrire dans le chat et quelqu'un de notre équipe pourrait l'appuyer. Donc, je passe, avant d'aller plus loin, je vais commencer par une reconnaissance territoriale. Donc, le bureau d'Ottawa de la FCFA se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La FCFA reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et les défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. La FCFA reconnaît également aussi l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples, ce qui est appelé aujourd'hui le Canada, et il croit fermement que les reconnaissances et la sensibilisation contribuent au processus de guérison et de décolonisation que nous poursuivons ensemble. Donc, je vous invite aussi, par la même occasion, de partager la reconnaissance du territoire dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes parmi nous ici au Canada. Euh, Là, je vais passer à la présentation du webinaire. Donc, nous organisons ce webinaire-là dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui est à sa 11e édition. Et cette année-là, ça sera sous le thème de terre accueillante. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que nous allons explorer avec nos panélistes et nos invités leur expérience d'accueil, entre autres. Donc, le webinaire sera composé de témoignages, sera composé aussi d'une découverte de la culture marocaine et aussi on va réfléchir ensemble sur la réciprocité des contributions du Canada et du Maroc et des individus qui composent nos communautés. Donc, concernant le déroulement de ce webinaire, nous allons tout d'abord commencer par un portrait de l'immigration marocaine au Canada. Et puis, nous allons aussi faire un portrait socioculturel du Maroc pour vous permettre de découvrir un peu plus ce magnifique pays. Ensuite, nous allons aussi parler avec nos panélistes. Ce sera en sous forme d'entrevue et on va les sonder sur leur expérience, sur leur parcours migratoire ici au Canada. Et vous serez aussi vous serez vous êtes la bienvenue de contribuer à travers vos questions. Ensuite, nous allons aussi donner
la parole à Son Excellence Isabelle Valois, l'ambassadrice du Maroc, l'ambassadrice du Canada au Maroc, et puis à Monsieur Mehdi Gawan, qui est le chef de mission adjoint de l'ambassade du Maroc au Canada. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Son Excellence Isabelle Valois. Merci beaucoup, Mehdi. Tu me permets que je prenne ton prénom. Alors, bonjour tout le monde. Très contente d'être parmi vous. Madame Kimberly Farin. Monsieur Gawan, chef de mission adjoint à l'ambassade du Maroc au Canada. Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est soir, mais vous avez encore la joie d'être pendant le jour. Alors, un grand merci, comme je disais, pour m'avoir invité. Je suis vraiment heureuse de participer à ce séminaire ensemble avec mon collègue de l'ambassade du Maroc. Je suis honorée d'y participer, d'autant plus que c'est ma première apparition officielle et publique en tant qu'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Maroc. On n'a pas souvent d'utiliser le titre au complet, alors j'en profite, vu que c'est ma première fois. Alors, vous êtes des cobayes. Oui, c'est la première fois parce que hier, j'ai présenté au ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, pour lui présenter une copie figurée de mes lettres de créance et pour lui offrir toute ma collaboration et dire combien c'est un grand honneur pour moi de représenter le Canada au Maroc. C'est un grand honneur parce que j'ai vécu au Maroc de 2011 à 2016, 5 ans et demi. Ma fille a vécu dans la ville de Rabat. C'est la ville où est-ce qu'elle a le plus vécu dans sa vie. Alors, c'est un peu un retour chez nous. Alors, je suis vraiment contente d'être parmi vous puis d'être au Maroc à représenter le Canada. Parce que, comme vous le savez, le Canada et le Maroc profitent d'une excellente collaboration riche de plusieurs domaines tels que la coopération internationale et technique sur, entre autres, les droits de la personne et le leadership au féminin. Les échanges commerciaux, l'éducation, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, la paix et la sécurité, ainsi que l'immigration sont tous des domaines sur lesquels nous collaborons. Cette collaboration et les liens organiques qui se sont développés et qui nous unissent depuis plus de 60 ans sont notamment dus à la francophonie. D'ailleurs, l'ambassade du Canada au Maroc organise à chaque année des activités pour célébrer la francophonie canadienne au Maroc, dont entre autres des projections de films, des conférences, des lectures, des tournées franco-canadiennes, la venue de la Ligue d'improvisation du Québec et plein d'autres activités au cours de l'année. Le lien francophone entre le Canada et le Maroc a aussi contribué à des liens commerciaux entre les deux pays. De plus en plus d'entreprises canadiennes francophones choisissent le Maroc pour s'y implanter, car on y trouve une plateforme compétitive et dynamique pour les entreprises qui souhaitent s'y installer. C'est un peu une porte pour l'Afrique. Et le secteur privé marocain, tant qu'à lui, apprécie faire des affaires au Canada, car ils apprécient le faire en français et aussi tirer parti de notre pragmatisme nord-américain légendaire. Au niveau de la coopération, notre expertise en matière d'égalité des genres découlant de la politique d'aide internationale féministe du Canada est très appréciée au Maroc et est croissante. Le Canada et le Maroc jouissent d'une autre passerelle contribuant à nos relations diplomatiques et c'est bien entendu la diversité culturelle. Comme vous le savez, la population canadienne, comme celle du Maroc, est le reflet notamment d'une diversité d'origines et de croyances. Nous sommes deux pays divers qui, comme le zélige du Maroc, fait de nos pays une très belle mosaïque. Elle inclut notamment d'importantes communautés marocaines, représentées par plus de 100 000 personnes, qui résident bien sûr à Montréal, mais aussi à Toronto, à Moncton, à Ottawa, à Gatineau, à Winnipeg et partout au Canada. Témoignant de la croissance du lien de confiance envers la mobilité des Marocains vers le Canada, le Maroc s'est vu ajouter à la liste des pays dont certains citoyens admissibles peuvent bénéficier de l'autorisation de voyage électronique, AVE, plutôt que de devoir demander un plein visa. D'ailleurs, les étudiants marocains, qui sont de plus en plus nombreux, peuvent en l'utiliser aussi. D'ailleurs, à ce jour, c'est-à-dire au mois de novembre 2023, la section d'immigration m'a dit qu'ils ont comptabilisé plus de 6 000 demandes de visa d'études pour l'année 2023. Le Canada considère l'immigration comme une force et une richesse. C'est pourquoi Excusez-moi, Votre Excellence, je pense qu'on vous a perdu. Est-ce que vous pouvez juste ajouter votre oui, micro? Merci. ça c'est l'iPad, hein? Ils sont très tatillons. Alors, vous m'avez perdu à quel niveau? J'achève, là. Je pense
5 ou 6 secondes, c'était pas trop long. OK. Donc, je parlais de l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion, et je parlais probablement de l'événement Destination Canada Forum Mobilité, qui vise à favoriser l'immigration francophone à travers le Canada. Ça va avoir lieu très bientôt et nous en sommes très fiers. C'est d'ailleurs une très bonne occasion pour que les représentants des provinces, des territoires et des municipalités puissent promouvoir les opportunités au Canada. Donc, il va sans dire que le Canada demeure pleinement engagé et continue pleinement engagé à continuer cette riche relation avec le Maroc, un pays ami avec qui nous partageons beaucoup de valeurs. Alors, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite un très bon séminaire. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour cette très belle prise de parole. Je sais que vous allez quitter et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Alors, puisqu'on parle de réciprocité, puisqu'on est deux partenaires aujourd'hui, on va céder la parole à Monsieur Mehdi Gawane, qui est chef de mission adjoint à l'ambassade du Maroc à Ottawa. À vous la parole. Merci Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais peut-être tout d'abord exprimer mes remerciements les plus sincères à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada à l'occasion de ce webinaire et pour l'organisation de ce webinaire intitulé Maroc-Canada, une passerelle de connaissances et d'opportunités. Bon, et qui se tient également, si je comprends bien, à l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et je voudrais aussi peut-être saisir l'occasion pour féliciter Madame Valois pour sa nomination en tant qu'ambassadrice du Canada au Maroc. Donc, c'est son deuxième poste. Et lui souhaiter le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions. En effet, comme vous l'avez souligné, Madame l'ambassadeur, le Maroc et le Canada entretiennent des liens d'amitié sincères, profonds. Bon, une coopération qui se déploie dans un certain nombre de domaines divers et variés. L'ambition de part et d'autre est d'effectivement pouvoir renforcer encore davantage cette coopération et aller vers un partenariat stratégique qui puisse aussi permettre au Canada comme au Maroc de relever les défis, hein, les nouveaux défis qui s'imposent à nous tous euh, dans un ère post-Covid assez mouvementé. Voilà. Donc à cette occasion, moi j'ai pensé plus partager avec vous certaines idées sur la question de la mobilité internationale et la question migratoire telle qu'elle se pose au Maroc. D'abord, peut-être pour souligner, cela a été dit, mais je pense qu'il faut le réitérer, que le Maroc a toujours été une terre de brassage des cultures. De par son histoire, de par sa géographie, on reconnaît au Maroc une certaine diversité culturelle avérée, et cela est écrit dans notre constitution. L'identité du Maroc, c'est plusieurs affluents, c'est l'affluent arabe, c'est l'affluent andalou, c'est l'affluent africain, saharien et hébraïque. Et puis vous savez, on ne le dit pas souvent, mais quand vous êtes au nord du Maroc, à Tanger, le soir, vous pouvez apercevoir l'Espagne. Et pareillement, lorsque vous êtes au sud du Maroc, c'est complètement un autre paysage. Et donc, il y a eu véritablement une diversité à la fois géographique, culturelle, qui fait que ce que nous sommes, en fait, qui est aussi le fruit d'une migration ancienne, et qui a fait que le Maroc a toujours été une terre d'accueil. Bon, cette tolérance vis-à-vis de l'autre est tout simplement dans notre ADN. Cela explique aussi en partie le fait que les 5 millions de Marocains aujourd'hui qui résident à l'étranger, tout en étant très bien intégrés dans leur société d'accueil, finalement, ils maintiennent un lien très fort avec leur pays d'origine qui est le Maroc. Ensuite, peut-être le deuxième point que je voulais soulever est le fait que le Maroc a une double particularité. Il est à la fois une terre d'émigration, c'est vrai, mais il est aussi une terre d'immigration. Et je pense qu'il est important de le souligner aussi, parce que ce qui a été constaté et ce que certains experts aujourd'hui appellent un effet ciseau, c'est que le nombre d'immigrés au Maroc augmente progressivement et que le nombre d'émigrés diminue. Cela, très certainement, est le fait d'une certaine stabilité économique et d'une croissance économique qui fait que le Maroc devient non plus un pays exportateur de migration, mais aussi un pays d'importateur et plusieurs immigrés d'origine subsaharienne s'installent définitivement au Maroc.
Et sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est une véritable politique migratoire humaniste qui a été mise en place depuis 2013 et qui a conduit à la régularisation de plusieurs immigrés marocains, mais pas simplement dans le sens immigration, mais ce que nous avons aussi cherché à créer les conditions d'accueil et d'intégration de ces populations. Pour vous donner un exemple, toutes les églises aujourd'hui dans les villes de Rabat, de Casablanca et dans les autres villes du Maroc sont animées tous les dimanches par les communautés subsahariennes. Voilà. Et de la même manière que le Maroc accueille ses immigrés avec bienveillance et ouverture, il s'assure et il œuvre pour que sa communauté à l'étranger puisse être dans les mêmes conditions. Très tôt d'ailleurs, sous l'égide du roi Mohammed VI, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'est doté des outils institutionnels et juridiques propres à la communauté marocaine résidente à l'étranger. Nous avons un ministère qui est spécifiquement dédié à nos MRE, un conseil consultatif qui le représente, et plus récemment, Sa Majesté le roi Mohammed VI a, dans son discours de la fête du trône, insisté sur l'importance d'aller encore plus loin dans le soutien aux Marocains résidant à l'étranger. Il a aussi appelé à mobiliser les compétences marocaines à l'étranger au service du développement de leur pays. Et c'est là le troisième et dernier point de mon intervention aujourd'hui. Beaucoup de compétences se sont installées au Canada au cours de ces dernières années. L'histoire de la migration marocaine au Canada, on va avoir l'occasion d'en discuter avec beaucoup de témoignages, a débuté dans les années 60 et s'est renforcée depuis lors. Selon certains chiffres, nous avons à peu près 160 000 Marocains qui résident au Canada. Et les représentations diplomatiques et consulaires du Maroc au Canada déploient d'immenses efforts au service de cette communauté pour maintenir et renforcer les liens avec le Maroc. Nous avons un consulat à Montréal, nous en avons ouvert un nouveau à Toronto en 2020, et nous avons également un projet, enfin pas un projet, nous avons un centre culturel qui est basé à Montréal, qui est extrêmement actif, et l'ambition est d'en ouvrir d'autres dans d'autres capitales européennes, donc quelque part le Canada a précédé. Et ce centre culturel œuvre beaucoup pour tout ce qui est vivre ensemble, maintien de liens, mais surtout promotion du vivre ensemble. Et donc peut-être souligner que la mobilité entre le Maroc et le Canada constitue à mon sens une opportunité unique pour renforcer les liens humains, des liens humains qui contribuent au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et peuvent nous amener à des relations à un niveau stratégique. Et mon appréciation personnelle, je tiens bien à souligner personnelle, est que nous devons toutefois faire en sorte que cette mobilité se fasse en bonne intelligence et en concertation permanente, de sorte à ce qu'elle puisse être bénéfique pour le Maroc comme pour le Canada. Peut-être pour préciser que le Maroc aujourd'hui s'est inscrit dans une nouvelle trajectoire de développement avec des indicateurs extrêmement ambitieux en matière de services publics. Je parle de la santé, je parle de l'éducation nationale, mais aussi en matière industrielle ou en matière de développement de tout ce qui est nouvelles technologies et intelligence artificielle. Alors, il a besoin de toutes ces compétences, de sa jeunesse, pour atteindre ses objectifs, tant celles qui se trouvent actuellement au Maroc que celles de sa communauté. Et je suis sûr qu'entre le Maroc et le Canada, nous pouvons être suffisamment imaginatifs et utiliser toute cette intelligence pour trouver des pistes de coopération qui puissent préserver cet équilibre. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi, pour cette prise de parole pertinente. Euh, C'était vraiment un plaisir d'écouter les représentants des deux pays. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un autre point en commun entre le Maroc et le Canada. Les deux pays ont deux langues officielles. C'est quelque chose aussi qui peut conforter notre complémentarité. Donc, on va par la suite passer à une activité de brise-glace. On va tester la connaissance de tous les participants et participantes par rapport au Maroc. Donc, ce sera 5 questions et pour chaque question, vous aurez 30 secondes. Donc, peut-être que ma collègue Emmanuel va présenter sur l'écran le quiz. Parfait. Donc, la première question,
Quels sont les pays qui partagent une frontière terrestre avec le Maroc? 1. Tunisie et Algérie. 2. Mauritanie et Algérie. 3. Mali et Algérie. Sinon 4. Turquie et Algérie. Mehdi, tu es sur mute, on ne t'entend pas. Ouais, excusez-moi, je disais qu'on est déjà sur 73% de réponses correctes. Je vais peut-être donner à l'occasion à ma collègue Kim de continuer les quatre autres questions. Donc, deuxième question, quelle est la capitale administrative du Maroc? Rabat, Casablanca, Fès ou Marrakech? Excellent, on a déjà 82% de réponses correctes. Je rappelle que Casablanca, c'est plutôt la capitale économique. On pourrait dire que c'est plus l'équivalent de la ville de Toronto ici au Canada. Hmm. Nous allons passer à la troisième question. La troisième question qui concerne un peu la géographie du Maroc. Kim, s'il te plaît, est-ce que j'arrive pas à voir la question sur l'écran? Quel relief trouvez-vous au Maroc? Est-ce que ce sont des montagnes, des plaines, du désert ou du littoral? Et je rappelle que plusieurs réponses sont possibles pour cette question. Donc, quel relief trouvez-vous au Maroc? Montagne, plaine, désert ou littoral? Plusieurs réponses sont possibles pour cette question. En fait, on a 91% pour les montagnes, 70% pour les plaines. En fait, C'est les quatre. ouais, je vous dirai la réponse à la fin. Donc, on peut passer à la quatrième question. À la cinquième question, excusez. Quatrième question. Lequel de ces personnes connues n'est pas marocain? L'acteur Juan Moreno, Hmm. dit Jean Reno, le roi Hassan II, l'explorateur Ibn Battuta, et quatrièmement, l'acteur Sami Nasseri, lequel avait été révélé lors du saga du film français Taxi. Excellent, on voit déjà que 64% des gens ont voté pour la première. Je cite que c'est plutôt l'acteur Sami Nasseri qui n'est pas marocain. Donc les trois premiers personnages sont tous marocains. On passe là à la question. Quel est le sport traditionnel marocain? Est-ce que c'est le football, le soccer, el matra qui est un sport traditionnel de combat qui utilise un bâton? Troisièmement, le tourida, un art équestre. Ou quatrièmement, le grèche, aussi appelé moussalaha, une sorte de combat de lutte traditionnelle. On a 55% pour la tourida qui est la réponse correcte. Donc, la tourida qui est un art équestre datant du 15e siècle et qui est une sorte de reconstitution d'un assaut militaire de guerre de cavaliers arabes et berbères, qui est une tradition qui va de génération à génération et qui est encore aujourd'hui très conservée
dans plusieurs régions, plusieurs milieux. Donc, bravo à toutes les personnes qui ont joué à ce magnifique quiz. Donc, à ce moment-là, je vais passer à la partie du portrait de l'immigration marocaine qui sera présentée par ma collègue Kimberly Farin, qui est directrice de l'immigration à la FCFA. Merci encore d'avoir participé. Bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse d'être avec vous et de vous trouver en si grand nombre pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, je partage mon écran. Je crois que vous le voyez très bien. Allons-y. Donc, pour un portrait statistique de l'immigration marocaine au Canada. Donc, je m'appelle Kimberly. Je suis la directrice du dossier de l'immigration francophone à la FCFA et j'utilise le pronom elle. Mon intervention d'aujourd'hui a pour but de dresser à grands traits le profil statistique de l'immigration marocaine dans les communautés francophones et acadiennes. Ce sera une présentation succincte fondée sur les données récentes de Statistique Canada et celles que l'Institut Métropolis a généreusement bien voulu partager avec nous. Ma présentation abordera brièvement donc un aperçu historique de l'immigration marocaine au Canada, son évolution au cours des dernières années, le profil professionnel et la catégorie d'immigration des Marocains et Marocaines au Canada, et enfin les tendances actuelles et les perspectives d'établissement et d'intégration des immigrants et immigrantes marocaines dans les communautés francophones et acadiennes. Alors, c'est à partir des années 1960 que le Canada commence à accueillir les immigrants et immigrantes venus du Maroc. Cette première vague d'immigration marocaine, composée essentiellement de personnes de confession juive, est relativement timide. Donc, de 1960 à 1991, environ 8000 Marocaines et Marocains s'installent au Canada et particulièrement au Québec. À partir des années 2000, on assiste à une nouvelle dynamique migratoire entre le Maroc et le Canada, avec l'arrivée à un rythme soutenu de milliers de Marocains et de Marocaines, principalement de confession musulmane, qui, comme la première vague, décident majoritairement de s'installer au Québec, avec une forte concentration de l'ordre de 80% dans la ville de Montréal. Alors, en effet, le nombre d'immigrants et d'immigrantes d'origine marocaine accueillis au Canada a plus que triplé entre la fin de la décennie 1990 et la fin de la décennie 2000. On est passé de 9 500 Marocains installés au Canada entre 91 et 2000 à plus de 33 000 entre 2001 et 2010. C'est la décennie qui présente le taux le plus élevé de nouveaux arrivants d'origine marocaine au Canada. Et comme vous pouvez le constater, la décennie 2010 est marquée par une légère baisse du nombre d'immigrants et d'immigrantes marocains reçus. Entre 2011 et 2021, le Canada a accueilli 27 000 Marocains et Marocaines, en baisse de près de 6 000 par rapport à la décennie précédente. Alors, la quasi-totalité de ces personnes arrivent au Canada par le programme d'immigration économique et de parrainage familial. Cela veut dire que la majorité des Marocains et des Marocaines choisissent de s'installer au Canada dans le but d'y trouver un emploi et ainsi de participer à la production de richesses dans nos communautés, ce qui nous pousse à nous intéresser à leur profil professionnel. Alors, les Marocains et Marocaines qui arrivent au Canada sont généralement diplômés dans divers domaines comme l'informatique, la santé, l'enseignement et le droit. Même comme la reconnaissance des diplômes, même si la reconnaissance des diplômes dans certains domaines reste un défi,
Beaucoup d'immigrants marocains exercent dans des métiers spécialisés, surtout dans le domaine de la haute technologie, de l'informatique, de l'enseignement et de la recherche. Cependant, la majorité est présente dans les secteurs de la santé, de l'assistance sociale, du commerce, de la fabrication, du transport et de l'entreposage. Une meilleure reconnaissance des compétences et des diplômes des immigrants et immigrantes marocains pourrait favoriser leur épanouissement professionnel dans leur domaine de formation et bien sûr renforcer la vitalité de nos communautés au-delà des grandes métropoles où ils s'installent majoritairement. La majorité des Marocains et des Marocaines qui arrivent au Canada s'installent au Québec. Le partage du français comme langue commune avec la société d'accueil apparaît comme un facteur déterminant de ce choix. Mais avec les projets de promotion de l'immigration francophone hors Québec qui sont en cours, les Marocains et Marocaines qui choisissent de s'établir au Canada sont de plus en plus sensibles aux opportunités d'établissement et d'intégration qu'offrent les communautés francophones en situation minoritaire dans 9 provinces et 3 territoires du Canada. Alors, ce tableau montre qu'au cours de l'année, le Maroc est le deuxième pays de provenance des résidents permanents francophones qui ont choisi de s'installer hors du Québec. Si cette tendance se poursuit, on assistera d'ici quelques années à une présence accrue des populations d'origine marocaine dans les communautés francophones et acadiennes, ce qui donnera un autre visage à l'immigration marocaine qui, jusqu'ici, était surtout concentrée dans la région métropolitaine de Montréal et dans une moindre mesure Toronto. Alors, ainsi prend fin cette présentation sommaire du portrait de l'immigration marocaine telle qu'elle se présente à travers les statistiques et les données probantes. Merci beaucoup de votre attention et je repasse la parole à notre animateur. Merci beaucoup, Kimberly, pour cette présentation. Je présume fort que dans les prochaines années, le train haussier de l'immigration marocaine va continuer. Et de ma propre expérience étant un immigrant francophone, je confirme que les communautés francophones et acadiennes sont de plus en plus connues au Maroc à travers justement les actions de promotion et de visibilité. Donc, on va maintenant passer à la partie du portrait socio-culturel du Maroc avec Monsieur Aziz Bousta, qui est journaliste, éditorialiste et fondateur du journal en ligne Panora Post et qui est qui était d'ailleurs l'un de mes collègues au Maroc lorsque j'exerçais aussi le métier de journaliste. Donc, bienvenue parmi nous, Monsieur Aziz. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur Jovari et éminents collègues et confrères. D'abord, avant de commencer, merci pour votre invitation de la FCFA. Je suis honoré, je suis ravi d'être avec vous. Mais je suis assez effrayé d'avoir à faire une présentation socio-économique culturelle du Maroc en quelques minutes. Vous me donnez combien, Monsieur Jovari? En fait, vous aurez jusqu'à 20 minutes. Jusqu'à 20 minutes. Non, je ne veux pas aller jusque-là. Je vais essayer d'aller vite. Alors, la présentation du Maroc est assez particulière, est assez difficile parce que le Maroc est un pays qui est assez étrange par son histoire et sa géographie, et donc par sa sociologie et sa population aussi. Si vous voyez la carte, je partage mon écran. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc, vous voyez vous voyez bien Voilà. Vous voyez mon écran, c'est bon? Excellent. Pouvez-vous juste la mettre en... Voilà, en c'est comme ça. Excellent, merci. Voilà. Donc, nous avons trois cartes. La première, le globe en bas à droite, c'est pour situer le Maroc, donc qui est assez longiligne au nord-ouest de l'Afrique. À gauche, vous avez la carte des régions, les 12 régions, donc de la 1 à Tanger jusqu'à la 12 à l'extrême sud. Et puis, vous avez la carte du Maroc dans son environnement.
dans son environnement africain. Et en haut, mais en nord, c'est l'Europe avec l'Espagne. Le petit bout qui est là-bas, c'est l'Espagne. Alors, c'est un pays de 710 000 kilomètres carrés qui est étiré en longueur, comme vous pouvez le voir, avec une double façade maritime méditerranéenne sur 500 kilomètres et atlantique sur 3000 kilomètres, de l'extrême nord à l'extrême sud. Vous avez deux chaînes de montagnes. Donc, elles ne sont pas visibles ici. C'est les montagnes de l'Atlas qui se retrouvent sur le Maghreb et les montagnes du Rif qui sont une bande horizontale au nord du Maroc. Ça, c'est pour, mais vraiment, je vais aller vraiment très vite pour être véritablement, vraiment sommaire. Le Maroc est un pays qui est très vieux, très, très vieux, et il serait utile peut-être de faire un petit tour sur son histoire, un petit panorama sur son histoire. Donc, c'est avant l'arrivée de l'islam au 8e siècle, le royaume était judéo-berbère et mauritano-romain, en prolongement de l'ensemble du Maghreb actuel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un État-nation comme on l'a connu depuis plusieurs siècles, mais c'était un État c'était un État, enfin, c'était pas un État, on ne pouvait pas parler d'État à l'époque, mais même pas un empire, mais un royaume, on va dire, qui s'étendait sur l'ensemble de l'Afrique. Après l'islam, il y a eu une succession dynasties qui ont étendu le pays jusqu'à la Côte d'Ivoire actuelle, alors plusieurs dynasties, en passant par une extension vers l'Est, vers le Maghreb. Et on appelait à un moment Tombouctou, qu'on ne voit pas ici sur la carte, Tombouctou, on appelait Souera le port de Tombouctou, parce qu'il y avait tout un mouvement de marchandises qui partait donc du centre du Sahel vers les côtes marocaines. Donc après, il y a eu des extensions et des rétrécissements en fonction des vicissitudes géopolitiques de l'époque. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'était quand même de la géopolitique. Des guerres, des conquêtes, des invasions. On était monté jusqu'en Espagne, comme vous pouvez le voir ici. Et puis donc, à partir du XVIe siècle, avec les Saadiens, il a commencé à y avoir les jalons d'un État-nation qui a été véritablement posé depuis le XVIIe siècle avec l'arrivée des Alaouites qui sont donc depuis le XVIIe siècle la dynastie actuelle. C'est quelque chose que j'aime bien dire et je le dis parce que ça me fait plaisir de le dire, vu que j'aime beaucoup mon pays. Nous sommes avec le Japon le seul pays qui ait maintenu ses frontières et son système politique dans ses frontières depuis plus de 1000 ans. Garder notre monarchie, garder nos frontières depuis plus de 1000 ans. Et quand on en discute avec les amis japonais, certains amis japonais, on dit que c'est plus difficile parce que vous êtes une île qui est un peu éloignée. Nous sommes à la confluence de trois cultures, de trois espaces culturels et civilisationnels. Donc voilà, pour l'histoire du Maroc, mais vraiment succinct, hein, parce que résumer 1500, 1600 ans d'histoire en 3 minutes montre en main, il faut le faire, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, on va passer, garder le rythme, puisque après l'histoire-géographie, ça va être la population, la répartition, puis l'histoire de l'immigration au Maroc, rapide, ça a été dit par Monsieur Mehdi Gaouane, son Excellence Gaouane, et puis la politique actuelle en matière de migration, les langues et le rapport au français. Parce que nous sommes dans une fédération, donc nous sommes entre francophones, et les forces économiques du Maroc avant qu'il y ait l'émigration marocaine. Donc pour la population, euh, voilà quelques chiffres pour poser les choses. Donc la population est de 37 millions 150 000. Il y a une horloge de la population qui est extrêmement précise, aussi du Haut Commissariat au Plan. Donc nous sommes 37 millions de Marocains. Les villes, alors nous avons Casablanca, donc qui faisait partie enfin, qui a fait l'objet d'une question sur le quiz. Directement, c'est la capitale économique, c'est l'équivalent de Toronto, comme a dit M. Jovali. Il y a Rabat, la capitale administrative, 1,5 million d'habitants. Marrakech, que tout le monde connaît, peut-être connaît même plus que le reste, c'est 1,4 million. Et Tanger, qui est donc à l'extrême nord, à partir de laquelle on voit l'Espagne, le Détroit de Gibraltar. Les vues magnifiques, c'est 1,2 million. Nous avons une espérance de vie de 77 ans, 6, donc un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Comme d'habitude, c'est une moyenne. Une répartition spatiale, vous excusez la faute, la coquille, je viens de voir. Donc, nous sommes aux 2 tiers une population urbaine et un tiers rural. Il y a eu un inversement à partir d'une vingtaine d'années. Il y a eu un inversement entre l'urbain et le rural. Et pour la répartition géographique, donc, vous voyez, la carte, c'est beaucoup plus concentré sur les régions dont les villes sont mentionnées plus haut, Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Alors, donc, nous sommes, comme je l'ai dit, comme ça a déjà été dit, un pays qui a la confluence de trois grands ensembles, donc l'ensemble
culturel, civilisationnel et géographique africain, arabo vers le sud, arabo-musulman vers l'est et occidentalo-latin, chrétien, vers l'Europe, vers le nord. Donc, c'est une diversité d'origine et de croyances, comme le disait son Excellence Madame l'ambassadeur Isabelle Valois, nous avons une diversité d'origine et de croyances dans ce pays. Dans ce pays, donc, si on a cette diversité de croyances et d'origine, nous avons aussi une propension à la migration. La migration en deux mots. La migration, l'émigration et l'immigration, à ce moment-là, en deux mots. Nous avons été historiquement une terre de migration et nous avons reçu beaucoup de gens qui venaient de chez nous, d'un peu partout d'ailleurs, et pas uniquement du sud ou de l'est, mais aussi du nord, avant qu'on commence à émettre. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes de terre de passage, comme ça a été dit par M. Gawan, de terre de passage, nous sommes devenus une terre d'accueil. Donc, au 19e siècle, avec l'entrée du royaume dans l'ère de la modernisation et donc de l'urbanisation, nous avons une migration lente intra-marocaine. Une migration qui s'est faite très lentement avant qu'il y ait eu cet inversement, comme je vous le disais il y a quelques instants, de la bascule ou de l'inversement de la population urbaine et de la population rurale. Et puis, nous arrivons au XXe siècle. Le XXe siècle, ça, c'est la période des colonisations. Et donc, le Maroc a été sous protectorat français de 1912 à 1944 et donc a participé avec son armée, parce qu'il y avait une armée, donc a participé aux deux guerres mondiales et la migration vers l'Europe a commencé après la Première Guerre mondiale et essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été d'abord une migration demandée par les pays d'accueil, c'est-à-dire les pays européens, essentiellement la France. Une migration, c'était une migration de travail et puis jusqu'au c'est-à-dire des gens qui partaient pour faire des missions assez particulières. Et au début des années 80, on est passé à ce qu'on appelait une migration de peuplement où il y avait des regroupements familiaux. Donc, l'État marocain n'oublie pas ces communautés à l'étranger, puisqu'il y a toujours un suivi aussi bien au niveau de l'identité que de l'appartenance, que de la culture, que des origines, avec le respect, dans le plein respect bien entendu, des lois, traditions et manières de vivre des pays d'accueil. Nous avons donc une sociologie de la migration qui est assez particulière. Euh, Ceux qui sont en France, Belgique ne sont pas du même statut socio-économique ou du même contour socio-économique que ceux qui sont en Amérique du Nord ou en Europe du Nord. Il y a des différences. Un chiffre, nous sommes aujourd'hui 5 millions, il y a aujourd'hui 5 millions de Marocains du monde, comme on nous appelle les MDM, les Marocains du monde. 5 millions plus les 800, 900 000 Israéliens d'origine marocaine. Et sur les 5 millions, il y en a 4 qui ont opté pour s'installer dans le monde à partir du début du siècle. Les 4 millions qui partent en 20 ans, ça pose un problème de compétences et surtout un problème de départ de compétences qui se pose avec certaines acuités. Alors, voilà, donc ça, c'est les chiffres que je disais il y a un instant. Les compétences. Là, je voulais en arriver aussi à cette partie qui est assez intéressante à mon avis. Nous avons donc au Canada, officiellement, enfin ce qui se dit en 2016, 104 000, mais M. Mehdi Gawan a mentionné le chiffre de 160 000. D'autres statistiques que j'ai été chercher un peu partout font un pic jusqu'à 300 000 sur l'ensemble du Canada. Il y a 8 000 cadres supérieurs qui quittent le Maroc chaque année, dont 600 ingénieurs et développeurs qui vont uniquement vers la France. Nous avons 600 médecins par an qui vont vers la France, donc, et 5 300 médecins ont migré depuis 2018. Nous formons à peu près un peu moins que 2000 médecins par an. Ça vous donne un peu la mesure de cette déperdition, si je peux utiliser ce terme, de ce départ massif de médecins. Et ça a été ressenti lors des récentes crises que le Maroc a passées, la crise Covid, où le Royaume a su gérer avec pourtant un sous-nombre, un sous-effectif de médecins et de paramédicaux, et aussi pour le tremblement de terre, le récent tremblement de terre qui a secoué la région de Haouz près de Marrakech. Donc nous avons 60 informaticiens, alors 85% des bacs du 5 sont approchés ou ont été approchés par des recruteurs étrangers, chiffre CGE, patronat du Maroc, ça a été dit.
Alors, juste pour remettre un peu les choses, vous voyez le petit ovale en rouge en bas, vous voyez combien ça coûte, on n'a qu'à multiplier. Et donc, il y a déjà le coût financier, le coût de la formation, et il y a aussi le coût moral, le coût professionnel, le coût sectoriel qui fait que nous avons de moins en moins de gens, nous en avons de plus en plus besoin. Alors, dans la politique actuelle, le gouvernement adopte des lois et des règlements en faveur de la communauté, comme je l'ai dit, installée, la communauté marocaine installée à l'étranger, mais le niveau de représentation est variable d'un gouvernement à l'autre. C'est-à-dire que sur les 10-15 dernières années, nous sommes passés de la représentation donc, de cette catégorie de population. On a eu un secrétariat d'État, puis on a eu un ministère plein, puis on a eu un ministère délégué, puis on a eu un département, comme c'est le cas aujourd'hui, au sein du ministère des Affaires étrangères. Il y a une communauté, un conseil de communauté marocaine à l'étranger, mais en 2022, régulièrement, mais en 2022, il y a eu un discours royal sur l'intérêt à porter aux Marocains du monde. Donc, comme je le disais, avec un appel à action sur le plan culturel, pédagogique, réglementaire, entrepreneurial, économique et fiscal. Il y a donc un travail qui est en train d'être fait au sein du gouvernement actuellement pour voir ce qu'il y a moyen de faire comme solution pour, comme on ne peut pas empêcher quelqu'un de partir essayer de faire sa carrière à l'extérieur, mais on peut le maintenir en lien avec son pays d'origine au niveau de ses enfants aussi, tout en étant bien entendu implanté, installé, régulièrement installé et moralement aussi installé dans le pays d'accueil. Mais pour autant, on n'oublie pas les pays d'origine. Donc le gouvernement s'attelle à ça. Il y a des contacts avec tous les pays, aussi bien les pays qui émettent de l'immigration chez nous, donc les pays de notre continent, du continent africain, qu'avec les pays qui reçoivent nos ressortissants, donc essentiellement les pays nord-américains, européens et de plus en plus asiatiques. Alors, lutter contre, enfin lutter, pour contrecarrer ou pour réduire un peu cette émigration massive, il y a plusieurs solutions, j'en parlerai dans quelques instants, mais il faut une conjoncture économique qui soit bonne, des réalités sociales qui sont bonnes, et c'est ce qui est en train de se faire au Maroc. Il y a des évolutions qui sont en train de se faire aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Les langues pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce pays, nos langues officielles sont l'arabe classique et l'amazigh. L'amazigh qu'on connaît plus en français sous le mot de berbère, mais amazigh. Les langues parlées sont le dialectal, la dalija, donc c'est pas l'arabe classique, c'est plutôt un arabe qui est écrit. Les langues amazigh, imazighen. Et puis les langues étrangères, françaises d'abord, puis espagnol dans le nord, puisque le nord a été sous protectorat espagnol aussi jusqu'en 1956, et de plus en plus l'anglais. Il y a de plus en plus un ancrage en anglais. Alors, dans sa politique de l'enseignement, le gouvernement a introduit le français à partir de la fin des années du primaire et du début du collège, mais cette année, il a décidé de mettre encore plus d'anglais dans les dernières années du secondaire, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'anglais était plus universel que le français. Et il y a un effort, il y a une demande sociale et sociétale pour l'anglais comme langue étrangère. Donc, le gouvernement suit. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dedans? Donc, l'anglais, oui, aussi au niveau du primaire. Sur le plan social, il y a un recul du français pour plusieurs causes qui tiennent à l'histoire, à l'histoire passée, forcément, à la géopolitique présente, au fait que bon, le français est quand même plus difficile que l'anglais dans son acquisition, dans son apprentissage. Mais il y a aussi un engouement pour le français parce que ça reste la langue de proximité, la langue de culture, de proximité. Et là, il y a un travail à faire peut-être au niveau du français. Comment retenir les Marocains au Maroc ou comment inciter d'autres nationalités, des Canadiens, puisque nous parlons à des Canadiens de venir au Maroc? Alors, il y a une diversification des activités économiques, essentiellement industrielles. Nous sommes le premier, je pense, ou le deuxième, mais on sera premier dans pas longtemps en matière de production automobile en Afrique, avec l'usine de Tanger et l'usine de Kenitra. Il y a une industrie aéronautique qui est en train de se développer, à grande vitesse, les énergies renouvelables avec les engagements du Maroc en matière de développement durable, une agriculture
agriculture intensive, digitalisation. On en a parlé de nouvelles technologies. Sigawa en a parlé au niveau des nouvelles technologies, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des centres de formation d'excellence qui sont installés dans les 12 régions du royaume et où on forme les... Pardon? On forme les jeunes à ces nouveaux métiers, donc au numérique. Il y a le développement des centres de recherche un peu partout. Il y a des développements, il y a des ouvertures de développement de CHU. Nous avons le CHU de Tanger qui vient d'ouvrir, qui est le premier, qui est le plus grand d'Afrique, pas loin du plus grand port d'Afrique aussi, qui est Tanger Med. Donc, il y a énormément d'opportunités. Il y a eu création de plusieurs zones franches pour les entreprises qui voudraient s'installer au Maroc et le Casa Finance City, le fameux CFC, la zone de Casa Downtown de notre Casablanca, qui aussi est là pour attirer je vois ces Johari sourire, qui aussi attire donc les investisseurs étrangers. Nous venons d'adopter une nouvelle charte d'investissement qui marche sur les trois piliers que sont la sectorialisation, la territorialisation et c'est un terme qui est de moi, la PMEisation, c'est-à-dire favoriser les PME et les TPME. Donc, il y a une politique territoriale qui est audacieuse et un ancrage résolu en Afrique. Et ça, c'est un intérêt que pour avoir aussi les différents investisseurs étrangers à venir en Afrique, à venir au Maroc, qui est un hub africain. Je vous invite, pour celles et ceux qui s'intéressent, à écouter le dernier discours royal sur la marche verte il y a une semaine, où le Maroc est officiellement, il y a un projet, une vision sur le long terme, donc sur une vingtaine d'années, d'ancrer le Maroc clairement sur la façade atlantique africaine et sur la façade sahélienne. On parle des pays du Sahel comme problèmes sécuritaires, problèmes militaires, problèmes identitaires, etc. Mais il y a aussi les questions économiques qu'il faut régler et c'est ce que le Maroc a lancé comme politique, comme méga politique pour les années à venir. Donc, cette émigration, il y a la Tu vas migration. m'excuser, c'est Aziz. Je vais te donner une minute de plus pour regarder, pour rester à cheval sur le temps. Ah, une minute, alors je vais marchander une minute et demie. Donc, on va être sur l'immigration quitte indésirée, notre émigration quitte indésirée, je voulais venir là-dessus. C'est le but aussi du webinaire, mais on m'a demandé de présenter le Maroc, donc je l'ai fait. C'est les recrutements sauvages et c'est les réactions, c'est des recrutements publics qui viennent se faire directement ici au Maroc, alors qu'il y a l'ANAPEC dont on a parlé, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences pour les contrats des Marocains à l'étranger. Il est suivi des contrats saisonniers. Et cette émigration désirée fragilise nos entreprises et nos secteurs. Solution, et je finis, il y a 6 points. Un, prise de contact avec des pays comme l'Allemagne, comme le Canada, comme l'Espagne pour inscrire dans le contrat de formation de travail des clauses de retour des Marocains, l'amélioration des conditions de travail au Maroc avec le salaire, équipement, possibilité de grandes carrières, etc. Mais ça reste interne. Délocalisation d'entreprises étrangères au Maroc et recrutement de Marocains au Maroc, la promotion du travail à distance, la mise à profit, ça je l'ai dit, j'insiste là-dessus, c'est important, de l'africanité du Maroc pour créer des passerelles via le royaume entre le Canada, éventuellement, puisqu'on parle du Canada et les pays subsahariens, et création d'entreprises binationales pour le recrutement au Maroc et au Canada. Mais s'il y a aussi autre chose, quelque chose à faire au niveau canadien, c'est aussi mieux faire connaître ce pays qui est un pays qui attire de plus en plus les Marocains, qui est un pays qui est, je dis le mot, même s'il est un peu fort, qui est aimé de plus en plus par les Marocains. Je suis au Maroc, j'entends les Marocains parler du Canada. Deux de mes enfants sont au Canada. Donc, il appartient aussi au Canada de faire un peu mieux connaître le pays et de s'implanter un peu plus chez nous. Et merci pour votre attention. Excellent, beaucoup, Aziz, pour cette brillante présentation. Il y a eu beaucoup d'informations et j'apprécie beaucoup aussi l'intervention de Rémi Perrier sur le clavardage qui note les points en commun entre le Maroc et le Canada, à savoir qu'on est deux royaumes et qu'on a deux langues officielles et qu'on est tous les deux terres d'accueil. Là, on va passer, on va dire, à la partie la moins monotone, notre webinaire qui va être très interactive et riche en conversation. Donc, je vais inviter nos panélistes pour se préparer à intervenir. Je rappelle aussi à nos chers participants et participantes qu'ils peuvent commenter, interagir dans le chat. Je vous prie surtout aussi de rester plus ou moins bienveillants. Toutes les opinions, tous les avis sont les bienvenus dans le cadre du respect. Je vais vous présenter tout d'abord nos quatre intervenants qui vont animer ce panel. On a d'abord
Najat Ganou, qui est la présidente de l'Association canadienne des Marocains d'Ottawa-Gatineau. On a aussi Inès Filali, qui est étudiante en administration des affaires à l'Université Saint-Boniface à Winnipeg et qui est aussi ambassadrice de cette université. On a aussi Monsieur Abba Sadki, qui est postdoctorant et chercheur à l'Université d'Ottawa. Et enfin, on a Madame Asma Regragui, qui nous vient du Nouveau-Brunswick et qui est agente principale aux initiatives francophones, à l'immigration et au développement de la main-d'œuvre au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je vous prie, Monsieur Aziz, de rester avec nous aussi parce qu'on aurait besoin de votre feedback par rapport à certaines questions. Donc, on va fractionner notre panel en 4 questions principales. Ça va être sous forme d'entrevue. Pour chaque question, chaque participant aura en moyenne 2 pour répondre à la question. Donc, notre première question, il concerne le parcours migratoire de chacun et chacune de nos intervenants. Donc, la première question, c'est pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours d'immigration et ce qui vous a motivé à vous installer au Canada et notamment dans votre région, dans votre province. Donc, je vais commencer avec Najat, ensuite Inès, Abba et Asma. Donc, Madame Najat, à vous la parole. Je peux répéter la question une deuxième fois. Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours d'immigration et qu'est-ce qui a vraiment motivé votre décision, votre choix de la province et de la région? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec cette belle brochette de personnes d'ici, du Canada et du Maroc ensemble dans ce mois pour l'immigration. Je m'appelle Najat Ganou. Je suis arrivée au Canada le 10 août 1990. Ça fait 33 ans. Je suis arrivée à la ville de Sherbrooke au Québec pour faire une maîtrise en kinanthropologie. Ça veut dire l'étude du corps humain en mouvement, car j'avais fait déjà des études au Maroc du sport au haut niveau à l'Institut royal des sports Moulay à Montréal, à Rabat. Alors, comment je suis arrivée ici? J'avais prévu faire comme tous les Marocains, j'avais prévu faire des études, une maîtrise à Paris, mais le hasard a voulu que je sois sur le comité organisateur des premiers Jeux de la francophonie qui étaient au Maroc, si vous vous rappelez, en 87, les premiers Jeux de la francophonie, et j'étais membre organisatrice du moment que j'étais fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, et aussi professeur et responsable des affaires étudiantines à l'Institut à Bellevue, l'Institut des sports à ce moment, parce qu'on a déménagé Alors, je suis arrivée par hasard avec une réunion avec M. Charest, qui était dans le temps ministre dans le gouvernement Mulroney pour la jeunesse et sport. Et il était au Maroc parce que le Canada était partenaire pour les premiers Jeux. Et en parlant autour d'une table, il m'a dit, est-ce que tu veux faire quelque chose? J'ai dit, je vais aller en France pour faire à l'ENS. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en dis si toi, tu vas aller faire une maîtrise à la région, la plus belle région du Canada, et à l'université qui fait sortir des ministres, et j'en suis la preuve. J'ai accepté. Alors, 2 ans après, je me retrouve au Canada parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour m'inscrire à l'Université d'Ottawa. Je suis arrivée avec ma famille, ma petite fille de 3 ans et mon mari, et on a fait une maîtrise en kinanthropologie, comme vous savez, de sport de haut niveau et d'intervention auprès des accidentés et auprès des handicapés. En même temps que j'étudiais, je faisais des charges de cours en neurosciences et en biomécanique et en physiologie de l'effort. Et je m'attendais, après la maîtrise, d'avoir une fois un poste s'ouvre pour un titulaire. Malheureusement, le poste est ouvert, il ne m'a pas été donné, il a été donné à un de mes stagiaires, ce qui, vous savez, ça m'a monté à la tête et j'ai changé de province en 99 pour faire un saut à Pembroke comme éducatrice à $10 l'heure. Alors, j'ai changé d'un monde à l'autre du jour au lendemain. J'ai pris une année pour faire des équivalences avec l'Ontario et le Québec. Je suis rentrée à l'Université d'Ottawa pour faire un diplôme d'enseignante pédagogique.
Et je suis rentrée dans les écoles du CPO, le Conseil des écoles publiques ici à Ottawa, comme enseignante en sciences et en mathématiques. Après, j'ai fait mes cours de direction d'école. J'ai été membre de direction à plusieurs écoles ici à Ottawa, au secondaire. Après, j'ai fait mon diplôme de supervision avec le ministère de l'Éducation. Je l'ai eu et j'ai travaillé les 4 dernières années avant ma retraite avec au ministère de l'enseignement à l'Ontario, ici entre Ottawa et Toronto. Ça, c'est mon cheminement, si vous voulez, mais je suis engagée depuis mon arrivée au Maroc. D'abord, j'ai eu une éducation avec les scouts et les guides scouts depuis l'âge de 14 ans. Alors, j'étais toujours engagée. J'ai fait du bénévolat au Maroc, dans ma ville natale, Bni Mellal, la région de Tadla, à Casablanca, où j'ai fait mes études en économie, et à Rabat, quand j'étais. Alors, j'ai fait le tour. Quand je suis arrivée à Sherbrooke, j'ai créé l'association des étudiants de l'Université de Sherbrooke, qui existe toujours, Je qui a m'excuse, maintenant la fondation. Madame Alors, Nazat, on va revenir sur votre brillant parcours et lent parcours. Je vais maintenant passer la parole à Inès, qui nous vient, je rappelle bien, du Manitoba, qui est étudiante à l'université Saint-Boniface, qui est une université francophone dans la province du Manitoba. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, moi, vraiment, je vais faire court parce que ça fait juste 2 ans et quelques mois que je suis ici, donc il n'y a pas grand-chose à dire, pour être honnête. Donc, comme tout le monde, je pense que je suis venue moi aussi ici au Canada pour poursuivre mes études. Donc, une fois que j'ai obtenu mon bac au Maroc, je suis automatiquement venue ici parce que ma sœur, elle était venue ici avant moi. Du coup, c'était logique de juste aller où elle était, elle. Et c'est pour ça que je suis venue ici au Manitoba. Mais après ça, donc, j'ai vraiment aimé le fait d'être dans une partie anglophone surtout. Donc, ça m'a aidé à vraiment à élargir mes connaissances en anglais, etc. Euh, donc, ouais, c'était ça comme les motivations de pourquoi je suis venue ici et la région dont je suis venue ici. Du coup, c'est ça. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup, Inès. Je passe la parole à Abba, qui, je rappelle, est chercheur à l'Université d'Ottawa. Merci À vous la beaucoup, parole. monsieur. Merci beaucoup, monsieur Mehdi. Merci aussi à Emmanuel et à toute l'équipe de la FCA de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de mon parcours migratoire et de contribuer au débat sur l'immigration francophone internationale au Canada. Mon parcours migratoire au Canada, il a débuté en 2006 par un séjour scientifique de quelques mois à l'Université de Montréal, alors que j'étais étudiant à la maîtrise à l'Université Saint-Gorge, l'Université internationale francophone basée en Égypte. Ce séjour m'a permis d'explorer les possibilités de poursuivre mes études supérieures au Canada et de découvrir un peu les opportunités de l'insertion professionnelle des Marocains en Amérique du Nord. 10 ans plus tard, le rêve est devenu réalité. Alors, lorsque j'ai obtenu une bourse du gouvernement canadien en 2016 pour faire mon doctorat à l'Université de Montréal, qui m'a accueilli en 2006. Mon doctorat, dans mon projet doctoral, j'ai inversé un peu l'approche de l'étude des migrations car je me suis intéressé aux migrations nord-sud, notamment les mobilités touristiques dans les médinas au Maroc et leur impact sur l'appropriation de l'espace et du patrimoine. Et j'ai pris l'exemple de la médina de Marrakech. J'ai pris donc la décision de quitter mon poste au Maroc car j'étais professionnel de patrimoine au ministère de la Culture pour venir au Canada pour suivre mon rêve et poursuivre mes études et de rechercher aussi de nouvelles opportunités. Ce choix, il a été difficile au début, mais elle a été motivée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Canada est réputé par son système d'éducation de haute qualité, ce qui était particulièrement important pour moi car je souhaitais continuer de me former et d'acquérir les outils nécessaires pour m'engager dans la recherche vu la réputation prestigieuse des universités canadiennes à l'échelle internationale. De plus, la réputation du Canada en tant que nation, en tant que pays en Amérique du Nord, en tant que pays accueillant de la diversité, de la francophonie, des Maghrébins surtout, des musulmans, des Arabes, etc. Ça m'a aussi séduit car je voulais offrir à mes enfants un environnement ouvert,
inclusive pour grandir dans une ville, dans une société moderne. J'ai choisi de m'installer à Laval, sur la rive nord de Montréal, en raison de la disponibilité de logements à l'époque, avant la COVID, la présence aussi d'une importante communauté maghrébine et musulmane, y compris certains de mes amis anciens au Maroc. J'ai choisi aussi Laval pour me rapprocher de mon université, qui était très accessible par le transport en commun, vu l'existence de métro entre Laval et Montréal, mais aussi pour son niveau de vie en tant que banlieue moderne sur la rive nord de Montréal, et aussi son ambiance accueillante, puisqu'il accueille une grande communauté maghrébine. La région de Montréal, de manière générale aussi, elle offrait également des opportunités d'emploi, ce qui a renforcé mon choix. Au fil des années, moi et ma famille, on a construit une nouvelle vie ici au Canada. Nous nous sommes intégrés socialement et culturellement et avons trouvé des précieuses opportunités d'épanouissement professionnel. En ce qui me concerne, par exemple, après avoir obtenu mon doctorat en mars dernier, en 2003, j'ai été recruté à l'Université d'Ottawa en tant que chercheur postdoctoral affilié à la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes, où je travaille actuellement avec Louisa Véronnet sur des projets importants en lien avec l'immigration francophone qualifiée. Je suis reconnaissant pour les opportunités que le Canada m'a offertes et je suis fier de faire partie de cette grande nation. Excellent, très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Abba. On va terminer cette première question avec Asma Regragui, qui, je rappelle, travaille pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Elle s'occupe des initiatives francophones, de l'immigration et du développement de la main-d'œuvre. À vous la parole, Madame Asma. Merci Mehdi, merci à vous tous. Quelle belle façon de célébrer la semaine de l'immigration francophone. Je me fais toute humble et toute petite devant tant de talents. Je suis arrivée au Canada par un accident de parcours, tout simplement, pour la plus simple raison que lorsque mes amis qui étudiaient en France revenaient au Maroc et se plaignaient, j'ai décidé, je ne suis jamais allée en Europe avant mon âge adulte, pour vous dire. Donc, je suis arrivée au Canada. Je fais partie de cette première vague d'étudiants internationaux qui ont eu la chance d'être exemptés des frais de scolarité durant le gouvernement de feu René Lévesque. Donc, nous étions arrivés en grande force. Certains d'entre nous sont restés, d'autres sont partis. Je dis par accident parce que vous connaissez l'adage qui prend mari, prend pays. Donc, encore un autre accident de parcours et je suis restée. Et puis, un autre accident de parcours. Malheureusement, mon époux étant spécialiste de la pomme de terre et comme il n'en pousse pas à Montréal, nous sommes arrivés vers le Nouveau-Brunswick, qui, selon moi, est le plus beau secret du Canada et le secret le mieux gardé. Donc, grosso modo, je ne pourrais pas en dire plus. Toute ma vie a été une sorte de série d'accidents de parcours qui se sont révélés à la fin très, très heureux. Donc, je suis contente d'être parmi vous. Merci. Excellent, merci beaucoup, Asma. En fait, en vous entendant, je me rappelle aussi de mon parcours migratoire. Je suis arrivé au début en Ontario et par accident, comme vous dites, j'ai atterri en Saskatchewan où j'ai vécu un an et par la suite, j'ai eu aussi l'occasion de vivre à l'extrême est, à Terre-Neuve et Labrador, pour finalement atterrir dans la belle ville de Québec. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question qui concerne votre parcours d'intégration et surtout vos aspirations. Donc ma question est la suivante. Une fois installé au Canada, est-ce que la réalité a été à la hauteur de vos attentes? Puisque le thème de cette semaine nationale d'immigration francophone est Terre accueillante. La communauté a-t-elle bien accueilli? Vous a-t-elle bien accueilli? Quels services auriez-vous voulu qu'ils existent à votre époque? Ce qui est intéressant, qu'on a des intervenants qui sont venus au Canada à des dates bien espacées, donc on va peut-être avoir des réponses intéressantes. Et cette fois-ci, je vais commencer avec Abba, ensuite Asma, ensuite Inès et enfin Najat. Donc, à vous la parole, Monsieur Abba. Merci, Monsieur Madi. Oui, une fois installé au Canada, j'ai trouvé que la réalité a été globalement à la hauteur de mes attentes. Premièrement, j'ai fait le séjour que j'ai fait avant de venir au Canada. Donc, ça a facilité un peu mon intégration et ça m'a donné un peu une image de ce qui m'attendait une fois que j'allais venir pour m'établir au Canada.
Donc, le Canada est effectivement un pays accueillant avec de nombreuses opportunités et j'ai pu bénéficier, comme je viens de le souligner en répondant à la première question, d'un environnement universitaire et d'une qualité d'enseignement vraiment de grande qualité. Les perspectives d'emploi aussi dans ma profession se sont également avérées prometteuses, contrairement aux craintes que j'avais au début de mon installation au Canada. La preuve, c'est que j'ai décroché mon premier emploi dans un domaine de mes études au Canada 3 semaines seulement après la soutenance de ma thèse de doctorat. J'ai intégré l'Université d'Ottawa. La diversité culturelle et la tolérance du Canada aussi a été un des aspects particuliers appréciés car je suis senti accepté et respecté en tant qu'immigrant francophone, en tant que musulman arabe d'origine maghrébine. La communauté locale aussi québécoise, après canadienne, parce que j'ai changé de province entre-temps, la communauté locale, que ce soit francophone ou anglophone, il m'a accueilli chaleureusement, moi et ma famille. Nous avons pu rencontrer d'autres francophones et de célébrer la francophonie internationale grâce à des événements scientifiques, des organisations francophones, etc., dans lesquelles je m'implique de temps en temps. Cela a grandement contribué à me sentir chez moi, dans ma ville, dans ma nouvelle terre d'accueil, moi et ma famille. Cependant, pour toute transition vers un nouveau pays, il y a des défis à surmonter. Il y a par exemple place à l'amélioration en termes de services pour les immigrants, soit les services les services pré-départ, les services d'accueil une fois arrivés au Canada. Il y a place aussi à l'amélioration en termes d'intégration culturelle, en termes d'accueil et en termes de possibilités d'insertion professionnelle, parce que la majorité des Marocains qui arrivent, ce sont des gens bien formés, ils arrivent avec des expériences professionnelles, des carrières très, très poussées chez eux. Donc, il y a aussi vraiment un besoin de faciliter l'insertion professionnelle pour que ces gens se sentent rapidement intégrés et accueillis au Canada. Il aurait été utile aussi de disposer de ressources plus accessibles pour l'intégration professionnelle et scientifique aussi, plus aussi les services d'aide à la recherche d'emploi, les conseils pour les procédures administratives spécifiques aux immigrants, il aurait été la bienvenue. Dans l'ensemble, sur la base de mon expérience et de mon parcours migratoire au Canada, mon expérience a été positive, mais il est important de reconnaître que l'intégration, c'est un processus continu. C'est quelque chose qui se Je travaille à long m'excuse, terme. Abba, pour des raisons d'horaire, on va poursuivre sur cette lancée probablement avec des questions du public. Je rappelle que vous avez chacun et chacune 2 minutes. Là, je vais passer à Asma. Euh, je pourrais répéter aussi la question. Une fois installé au Canada, est-ce que la réalité a été à la hauteur de vos attentes? Est-ce il y a eu des services où vous croyez que certains services auraient dû exister, qui pourraient améliorer votre intégration? Je présume que ça fait déjà bien quelques décennies. À vous la parole, Asma. D'accord, merci Mehdi. Donc, en premier, le fait d'être étudiant, ça nous donne un plus parce que nous nous intégrons beaucoup plus facilement. Nous avons une communauté universitaire qui est autour de nous, plusieurs nationalités. Dans mon cas, j'ai étudié à Montréal, donc c'était vraiment un- ce que j'appellerais un laboratoire euh, d'appréciation mutuelle, culturelle et autres. Je n'ai jamais eu de problème à m'installer ou à avoir des services, sauf que pour moi, je n'ai jamais eu besoin de ces services. Par contre, en arrivant au Nouveau-Brunswick, lorsque nous avons emménagé au Nouveau-Brunswick, j'ai réalisé qu'en tant que Canadienne, éduquée au Canada, parlant les 2 langues officielles, ce n'était pas si facile de s'intégrer dans un milieu rural. Et bon, je n'étais pas dans une communauté francophone, mais j'étais dans une communauté anglophone. Et avec des amis, nous avons fondé une association multiculturelle, celle de Carleton County, qui est devenue l'association la plus dynamique du Nouveau-Brunswick. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que le Nouveau-Brunswick d'il y a 30 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Au sein même du gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous avons un programme qui se nomme Mosaïque et qui est justement là pour donner la chance aux nouveaux arrivants, qu'ils soient francophones ou anglophones, d'intégrer la fonction publique. Je dis souvent lors de
de mes déplacements que le gouvernement est aveugle, que le plus important pour un gouvernement, c'est l'apport de cette personne qui va travailler à l'intérieur de ce gouvernement. Et c'est la même chose pour la société. Donc, ça a changé. Aujourd'hui, nous disposons de 20 associations multiculturelles ou d'établissements qui viennent à l'aide des nouveaux arrivants. Donc, nous avons parcouru un très long chemin. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, nous sommes des chefs de file et nous en sommes très fiers. Merci. Excellent, merci beaucoup Asma pour cette perspective qui nous vient du Nouveau-Brunswick, l'unique province bilingue où il y a pas mal de francophones, d'Acadiens et d'immigrants marocains et autres qui sont issus d'autres pays francophones. On continue avec Inès qui va nous parler un peu de son expérience au Manitoba, dans la ville de Winnipeg. Donc, tout d'abord, moi, quand je suis venue, c'était en 2021, c'est-à-dire c'était toujours la Covid. Donc, c'était pas les... C'était un peu difficile en vrai de s'intégrer pendant la première année, vu que tout était quasiment fermé, les cours ils étaient en ligne, du coup c'était un peu difficile à mon avis. Au début, quand je suis venue, il y avait comme un service offert par l'université qui accompagnait les nouveaux arrivants internationaux. Donc ça, c'était bien. Donc, j'ai rien d'autre à dire pour être honnête en rapport à ça. Mais après, comme ma première année, tout s'est bien passé, je trouve. J'ai commencé à m'intégrer de plus en plus à la vie étudiante à l'université. J'ai commencé à faire des petits jobs ici et là, au sein de l'université aussi, ce qui m'a permis d'élargir un peu mon réseau et de connaître plein de cadres, de professeurs, etc., qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, pour être honnête, parce que c'est là que je me trouve ici avec vous. Oui, donc c'était plus la première année qui était un peu un défi, mais après ça, je trouvais que j'ai commencé à faire ma petite place au sein de cette communauté-là qu'on a ici au Manitoba et spécialement à Winnipeg. Donc, Parfait, très intéressant. Merci beaucoup Inès. J'affirme que pour les gens qui se sont installés pendant la période de la Covid, c'était pas du tout facile. Mais bravo en tout cas pour d'avoir tenu. Et donc, j'en vais conclure cette deuxième question avec Najat. Donc, vous avez de 2 jusqu'à 3 minutes maximum pour vous exprimer. À vous la parole. Le micro, probablement, il est fermé. Parfait. Alors, merci. J'enchaîne sur ce que j'avais commencé tout à l'heure. Moi, l'adaptation, comme vous savez, on arrive du Maroc, on est bilingue, la langue ne pose pas de problème à Sherbrooke. Tout de suite, je me suis intégrée. Comme je vous ai dit, on a créé l'association multiculturelle des étudiants de l'Université de Sherbrooke, membre actif dans l'association avec plusieurs Marocains et d'autres étudiants multiculturels de différentes. Après, on a créé le RIF, le regroupement des familles interculturelles de l'Estrie, de tous les étrangers qui existent encore après 33 ans, même si j'ai quitté, le flambeau est toujours là. J'arrive à Ottawa, comme je vous ai dit. Non, d'abord, j'étais à Pembroke, puis j'étais membre avec l'association des familles, familles francophones. C'était très bien, j'étais très bien accueillie. À Sherbrooke, j'étais intégrée aussi la banque alimentaire. J'étais à l'aide aux nouveaux arrivants comme bénévole. C'est le bénévolat, je l'avais déjà appris avec les guides scouts au Maroc, alors j'étais intégrée partout pour aider. Et j'étais une des premières à accueillir la première vague de 400 personnes irakiennes à Sherbrooke qui sont arrivées après la crise du Golfe entre les États-Unis et l'Irak. Alors, je traduisais, je faisais pas mal d'installer les logements et tout. À Ottawa, je suis présidente et fondatrice du club Richelieu Vision, co-présidente, si vous vous rappelez, les gens d'Ottawa et Gatineau, la crise pour Ottawa officiellement bilingue. Je suis co-présidente qui représente les communautés culturelles à Ottawa. Je suis présidente de l'ACFA, l'Association canadienne pour la promotion
des héritages africains. Et dernièrement, et le petit bébé qu'on vient de fondre et créer, l'Association canadienne des Marocains d'Ottawa-Gatineau, le 10 janvier 2020, juste l'année du COVID, et on l'a lancé juste septembre dernier. Alors, moi, je dirais, l'adaptation, c'est facile pour les Marocains parce que la langue ne pose pas problème, mais il y a matière, comme disent les gens qui ont parlé avant moi, d'améliorer pas mal de choses. Moi, j'ai quitté le Québec sur une crise personnelle. J'ai perdu un poste qu'on a donné à un de mes stagiaires. C'est au moins, ils l'ont donné à un collègue du même niveau, je ne serais pas fâchée. Alors, j'ai quitté et plusieurs Marocains ont quitté aussi pour le Toronto. Ce que je vois comme faiblesse dans l'accueil, le Canada est un pays accueillant. Il n'y a pas de doute. On a plusieurs opportunités de réussir et de gravir. Moi, au Canada, quand je suis arrivée en Ontario, je n'ai pas eu de limite. J'ai pris ma retraite comme moi, j'ai décidé de prendre et j'étais au ministère de l'Éducation. J'ai plafonné dans mon poste, c'est correct. Mais les immigrants, moi, quand je suis à 90, il n'y avait pas toutes ces équivalences vite faites et toutes les gens qui viennent d'arriver. Il n'y avait même pas ces marchandises que vous voyez dans les marchés, dans les supermarchés. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de baguette, il n'y avait pas de tranche, il y avait le pain carré, il n'y avait pas toutes ces viandes que vous voyez, il n'y avait pas rien que ça. C'est les immigrants, c'est les associations qui ont couru, qui ont pris sur plusieurs années pour que on a accès à nos marchandises et à halal et autres pour nos communautés. Le suivi. Quand quelqu'un arrive, le premier mois ou les 2 premiers mois, c'est correct. Il a un appui de l'immigration du Canada. Il y a des agents multiculturels qui sont engagés par Immigration Canada et par les organismes d'ailleurs comme vous et autres qui accompagnent. Mais 3 mois après, les gens sont laissés à eux-mêmes. Il doit y avoir un suivi d'au moins une année au lieu d'1 mois ou 2. Une année, c'est assez pour bien aiguillonner les gens dans les bonnes instances. Merci beaucoup. Mais moi, je suis contente d'être au Canada. Mes enfants réussissent très bien. Ma fille, elle est dans les énergies renouvelables à Calgary. Ça va très bien. C'est un pays vraiment où on a beaucoup de possibilités de réussite et on est très bien accueillis. Excellent, merci beaucoup Najat. Je vois Asma qui lève sa main. Est-ce que tu... Je pourrais parler après Abba. J'avais juste besoin de dire quelque chose, vous en faites pas. Excellent. En fait, on va maintenant passer à la 3e question. Je ne vois pas de questions du public. Je rappelle que vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez bel et bien poser des questions et interagir avec nos intervenants. Maintenant, cette question... Mehdi, si je peux me permettre, c'est juste quelque chose. Pardon. Oui. Je pense que, juste pour revenir sur ce que disait Madame Remno, l'immigration, c'est un projet de vie. Ça se prépare. On ne cesse de dire cela à tout le monde. Ça se prépare. Ce n'est pas sur un coup de tête. Et donc, une immigration réussie est une immigration préparée. Et aussi, il faut ménager les attentes. Les attentes sont énormes. On quitte un super bon poste dans le pays d'origine. Et en arrivant ici, on ne connaît pas encore les codes. On ne sait pas que la plupart du temps, les postes, c'est du bouche à oreille. Donc, il y a énormément de choses à faire en tant que nouveaux arrivants pour apprendre les codes. Et la seule façon d'apprendre ces codes, c'est de commencer par faire du bénévolat. C'est de commencer par se faire connaître dans sa communauté. C'est aussi sortir de sa communauté d'origine et aller vers le monde. Et c'est bien pour cela que les gens partent aussi de leur pays d'origine. Merci. Excellent, Asma. Je ne peux que confirmer votre constat, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre que l'ensemble de vos expériences ont été positives. Et je rappelle, moi, je le constate d'année en année, nos services sont en plein développement. J'ai eu l'occasion d'être coordonnateur provincial des services d'accueil des nouveaux arrivants à Terre-Neuve et Labrador. Ce service-là n'existait même pas en 2018. Il faut aussi se rappeler que les réalités sont différentes d'une province à l'autre, mais de manière globale,
beaucoup a été fait sur les dernières années. C'est une très bonne chose. Certes aussi, il y a des choses à améliorer. On pourra discuter ça à la fin. Maintenant, on va passer à la troisième question. Euh, Une troisième question qui concerne l'importance de la réciprocité. D'ailleurs, Monsieur Gawan, qui représente l'ambassade du Maroc, en a parlé. Il a parlé aussi des politiques du Maroc en matière de diaspora marocaine. Et j'aimerais savoir pour cette question, est-ce que vous avez réussi à maintenir des liens avec le pays d'origine? Est-ce que vous connaissez des domaines ou des projets ou des manières par lesquelles vous pourriez être utile à votre pays d'origine et contribuer au développement du Maroc? Et donc, pour cette question-là, je vais commencer avec Asma. Oh là là, c'est pas gentil ça. Commencer avec moi, c'est pas gentil. Alors, euh, je me vois, personnellement, je me vois comme une courroie de transmission. Euh, je suis parmi les ferventes défendresses de ce qu'on appelle le recrutement éthique. Et donc, j'insiste toujours à ce que toute mission de recrutement que nous organisons, pardon, soit faite de concert avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences au Maroc. C'est très, très important parce que vous connaissez l'expression habiller l'un et dénuder l'autre. Et c'est très, très important de connaître premièrement les sensibilités marocaines. Euh, on va souvent au Maroc en se disant, ouais, ben, ils veulent partir, ils veulent partir. Hein. Mais le problème, c'est que quand ils partent, on est en train de priver le pays de cerveau. De deux, nous n'avons rien fait pour former ces gens-là. Et au sein de notre équipe, nous en sommes très conscients. Donc, tout ce qu'on fait doit se faire de concert avec l'ANAPEC. Et personnellement, je me vois comme une courroie de transmission, pouvoir faire en sorte que nous puissions renforcer les liens entre le Maroc et le Nouveau-Brunswick. Je ne parle que du Nouveau-Brunswick ici. Et voilà, donc, grosso modo, c'est ça. Merci. On va continuer cette fois-ci avec Najat. On parlait de l'importance de la réciprocité et de la contribution de la diaspora au développement du pays. Donc, la parole est à vous. Excusez votre micro. Parfait. Comme je dis tout à l'heure, je suis à Ottawa, ça fait 22 ans. Dans tous les lycées ou les écoles secondaires où j'étais à la direction, j'ai fait un bon accueil. Les choses que moi, j'aurais aimé qu'on me fasse quand je suis arrivée ou faire à mes enfants, je faisais un très bon accueil aux étudiants d'ici et comme aux étudiants qui viennent d'ailleurs, facilité. On a même établi un processus et un scénario d'accueil, d'intégration, essayer de faire des formations aux enseignants pour connaître les cultures. Toutes les écoles où j'étais à la direction, il n'y a pas moins de 87 cultures représentées. Alors, on faisait des ateliers répartis sur l'année pour que nos enseignants soient avertis, informés sur ces cultures-là, pour bien les accueillir dans les classes et comme a dit Madame Asma, pour respecter les sensibilités et certaines croyances, des fois même. Et comme je dis, j'ai sensibilisé tous les conseils scolaires de la région au Ramadan, a donné un local pour la prière dans les écoles. Les vendredis, j'ai commencé ça en 2003 et ça a marché dans toutes les écoles où je suis passée. J'ai eu une réputation et je l'ai encore, Dieu merci, avec tous ces parents-là dans toute la région d'Ottawa. Quand on parlait, ils vont dire Madame Rannon et d'aider la marocaine. Alors, sans me rendre compte, avec toutes les associations que j'ai fondées ou que je suis la présidente, alors les gens, ils savent que je suis marocaine, je parle toujours du Maroc, je mets toujours le Maroc à la façade, les soupers, les décorations, peu importe si multiculturel ou autre, le Maroc existe et tout. Mais dernièrement, quand on a créé l'association marocaine d'Ottawa-Gatineau,
L'année dernière, c'était une année fantastique. Il y avait la Coupe du Monde. On a fait des rassemblements à la cité collégiale, des milliers de partout. Ce n'est pas juste des Marocains. On ouvre ça à toute la communauté. Ils ont regardé les matchs. Des milliers de personnes sont venues. On a fait la fête de l'indépendance au Centre Chaud avec un défilé de mode et la Maria et tout. On a fait on a fêté le mois de Ramadan avec gratuitement pour les étudiants à la cité collégiale aussi pour l'iftar. Et on a fait l'Eid aussi, les familles, pour chaque famille payaient $30 et les étudiants de partout de la région venaient prendre l'iftar gratuitement. Et le $30 subventionnait ces iftars-là. Mais dernièrement, et la dernière annonce que je vais lancer, on voulait ce 23 novembre dernier, ce qui s'en vient, on voulait fêter le 61e anniversaire d'établissement des relations entre le Canada et le Maroc et de la coopération entre le Canada et le Maroc. On vient de le reporter à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Palestine. On l'a reporté au 9 mai prochain. Ça va être sur la colline parlementaire. Des politiciens, des sénateurs, des ministres, la communauté culturelle, des intellectuels, des ambassadeurs, toute la diplomatie de la région d'Ottawa, les communautés culturelles et les organismes vont être là et le Maroc va être à la page sur la colline parlementaire avec une levée de drapeau aussi le même jour, le 9 novembre à 10 h du matin et en soirée, c'est la grande soirée. On est accueillis par Mme Marie-France Lalande qui nous a donné l'accès au Parlement et l'association canadienne qui organise avec l'appui de l'ambassade du Maroc et le Centre culturel à Montréal. Ben, merci. Et c'est ça que moi, je commence, on m'a dit, je ne le savais pas parce que Sa Majesté, l'année dernière, il a parlé de la diplomatie parallèle, puis on se retrouve dans cette catégorie-là. Excellent, Najat. Je comprends que votre contribution, c'est surtout à celle du rayonnement du Maroc et, comme vous le citez, de la diplomatie parallèle. Maintenant, je vais passer à Inès. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous avez maintenu des liens avec le Maroc? Est-ce que vous avez des projets en tête? Une façon de peut-être développer votre pays d'origine? Ouais, je dirais que ça c'est sûr. Même si on quitte le Maroc, il est toujours dans notre cœur, je trouve. Euh, oui, donc je trouve que donc, j'ai un but ultime pour être honnête. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps pour qu'on puisse le réussir et l'établir vraiment. Mais le fait, donc comment je pourrais contribuer, c'est juste de un parlant de mon expérience, des compétences que j'ai pu acquérir ici, que ce soit en les petits jobs que j'ai fait ou bien à l'université. Donc, c'est juste le fait de parler de son expérience-là. Je pense que ça pourrait aider plusieurs Marocains à avoir cette ouverture d'esprit un peu. Et aussi le fait de pouvoir créer une entreprise qui est basée au Canada, mais aussi au Maroc. Je trouve que ça pourrait aider aussi à, à la création de nouveaux emplois, de un, et aussi d'avoir une petite relation entre le Maroc et le Canada aussi. Donc, je trouve que ça pourrait apporter beaucoup de choses. Donc, ça peut prendre un peu de temps, comme j'ai dit. Je suis encore en train d'étudier, mais on a tout le temps du monde, hein, on va dire ça comme ça. Donc, ça va prendre le temps qu'il faudra pour que ça se réalise. J'espère vraiment. Et c'est tout. Excellent, merci beaucoup. On va maintenant passer à Abba qui va nous parler de comment il voit le développement du Maroc et la contribution de la diaspora marocaine, de la communauté marocaine au Canada. Euh, donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Mehdi. Oui, je suis très fier de garder, de maintenir des liens très forts avec mon pays d'origine, même après m'installer au Canada. La possibilité de contribuer au développement au Maroc, c'est pour moi, comme d'ailleurs de nombreux Marocains demandent à travers le monde. Et vu mon expérience professionnelle ancienne au Maroc et mes nouvelles compétences acquises ici au Canada en termes de mes études, il existe plusieurs domaines, j'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs projets dans lesquels je pourrais être utile et contribuer à la fois au développement du Maroc et à l'insertion des Marocains ou à la promotion
des Marocains et de la culture marocaine ici au Canada. Premièrement, comme ancien professionnel de patrimoine et de la culture au ministère de la Culture au Maroc, je pourrais contribuer à promouvoir la culture marocaine à l'étranger, ici au Canada, qui est un domaine de prédilection pour moi. Cela peut se faire, par exemple, par la participation et l'organisation des événements scientifiques, comme des colloques, des conférences, des interventions dans le milieu communautaire, aux universités, dans les organisations, soit au Maroc et au Canada. J'ai à mon actif déjà plusieurs activités de ce genre. Deuxième domaine d'intervention, c'est le transfert des compétences. En tant que chercheur en immigration actuellement, je pourrais contribuer en partageant mes compétences, notamment dans le domaine des politiques d'immigration, la question de l'accueil et de l'intégration aussi, l'apprentissage des valeurs canadiennes, les enjeux des minorités francophones en dehors du Québec, parce que je travaille sur un deuxième projet sur les minorités francophones en Ontario, selon des nouvelles approches en dehors des réseaux privés et services aux immigrants. Aussi la formation des professionnels, des étudiants au Maroc ou des Marocains ici au Canada ou des Canadiens aussi. C'est une question, c'est un projet que je suis en train d'animer pour le Maroc. D'ailleurs, en 2019, j'ai été invité par l'Université de Marrakech à Riyad, où j'ai donné un cours sur le management public et le développement territorial. Le troisième domaine aussi d'intervention, c'est le résultat. Je pourrais aussi jouer un rôle essentiel en facilitant les liens entre les partenariats entre mon milieu professionnel au ministère de la Culture et universitaire au Maroc et le Canada. Cela pourrait ouvrir des portes pour des collaborations culturelles et dans le domaine de la recherche, que ce soit au profit des étudiants marocains au Canada ou l'inverse. Aussi, je pourrais intervenir aussi dans des projets communautaires également pour m'impliquer auprès de la société locale au Maroc dans des projets communautaires visant notamment à améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment dans les Médina, où j'ai travaillé plus de 15 ans, sur lesquelles j'ai fait une thèse de doctorat. Je connais un peu l'importance de la sensibilisation de ces communautés à la préservation du patrimoine et à l'économie du patrimoine dans la promotion économique au niveau local et de la vitalité de la culture marocaine et aussi de faire connaître la culture marocaine et le patrimoine marocain très, très riche et diversifié dans une société moderne comme le Canada. Enfin, la contribution des Marocains du Canada au développement du pays dépend bien sûr des talents et des ressources spécifiques de chacun. Il est important que le Maroc continue d'encourager et de faciliter la participation de ses résidents au Canada comme nous, car ils représentent une source précieuse des compétences, d'investissement potentiel et de connexion avec le monde extérieur. Merci, Simon. Parfait, excellent. Peut-être avant de donner la parole à Najat qui aimerait peut-être ajouter un point, j'aimerais surtout euh, peut-être écouter Aziz sur cette question importante. Peut-être son angle et sa perspective de Marocain résident au Maroc pourrait aussi apporter une richesse à ce débat. Est-ce que vous pourriez, peut-être en une minute, c'est Aziz, commenter? Oui, écoutez, j'ai noté des- que les Marocains qui sont résidents au Canada ou qui sont canadiens, maroco-canadiens, maintiennent les liens avec le pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de rompre un lien avec un pays à si fort ancrage social, familial et culturel. Donc c'est un peu, c'est compliqué. Le problème qu'il y a est celui de, encore une fois, euh, ce qu'on appelle les recrutements sauvages. Et ça pose un problème parce que étant ici, je vois qu'il y a des gens qui font, comme ça a été dit autour dans le webinaire, que c'est un projet de vie. Je crois que c'est Esma qui a dit ça. C'est un projet de vie qui se construit et il y a des gens qui le construisent et personne ne peut aller contre ça. Et c'est normal et c'est l'immigration, c'est la nature humaine d'une manière générale. Mais il y a des recrutements qui sont faits auprès de gens qui n'ont pas véritablement demandé à s'en aller. Et c'est toujours l'attrait de l'inconnu, l'attrait de, 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 de moins en moins en Europe, de plus en plus en Asie. Et en Asie, quand je dis en Asie, c'est la Chine, c'est la Corée, c'est l'Asie du Sud, c'est l'Amérique du Nord aussi, et c'est de moins en moins en Europe. Et là, le problème, c'est que le pays se vide. Nous avons besoin de nos cadres, nous avons besoin de nos universitaires, et quand les recrutements ne seront pas faits d'une manière coordonnée avec l'ANAPEC, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Quand ce n'est pas fait d'une manière coordonnée, ça peut léser le pays d'origine. Or, le pays d'origine dispose d'atouts qui lui appartient à lui de faire connaître ses atouts continentaux, ses atouts économiques et ses atouts avec le Canada, puisqu'on parle du Canada. Et c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être
Et ça, c'est les Marocains qui sont au Canada qui peuvent le faire et montrer ce que j'ai l'impression, et je termine là-dessus, que le Maroc n'est pas véritablement connu par les Canadiens, par le Canada. Et quand je dis les Canadiens, le Canada, je ne parle pas que du Québec, je parle de toutes les autres provinces du Canada. J'ai l'impression que le Maroc n'est pas connu. Et il y a un travail à faire pour nous faire connaître mutuellement. Merci, Aziz. Peut-être un dernier ajout de Najat rapidement, puis on va C'est conclure ça. avec la quatrième question. C'est ça, juste pour continuer. On dit on quitte le pays, mais le pays ne nous quitte pas. Alors, pour ajouter ce qu'on peut faire, moi, à travers mon expérience en éducation et en sport, j'essaye à travers les associations que j'ai de faire des partenariats. Par exemple, en formation professionnelle, on est en train de faire quelques petits pour parler avec le Centre de formation professionnelle et technologique à Dakhla, avec certains collèges ici à Gatineau et à la Cité ici à Ottawa pour la formation professionnelle et les secteurs qui peuvent être développés d'un côté ou de l'autre. Aussi, on organise un voyage au mois de mai prochain pour des personnes entrepreneurs de la RGA au Maroc, un circuit au Maroc. Ils vont aller, il va y avoir aussi des politiciens et des diplomates, des intellectuels, bien sûr, pour qu'ils connaissent le Maroc et pour qu'on puisse faire connaître le Maroc et le sud, le nord, le centre et tout ce qui s'en passe au Maroc. Alors, c'est le petit peu qu'on peut faire et le petit plus qu'on peut faire. Merci beaucoup, Najat. On va enchaîner avec cette dernière, quatrième question. Et à la différence des autres questions, celle-ci, on va pas forcément passer par les quatre panélistes. Vous serez libre de commencer par la réponse. En fait, ça concerne toujours la question des relations Maroc-Canada. Est-ce que vous connaissez à votre niveau des passerelles de coopération entre les deux pays? Euh, donc, je vous laisse la parole ouverte. Je ne sais pas qui pourrait commencer. Probablement Najat Mehdi, ou Asma qui ont une longue expérience et connaissance probablement. Est-ce que vous pouvez... je sais qu'au niveau du Nouveau-Brunswick, l'université de Moncton avait une entente avec la Fondation Masser. Je sais qu'on est en train de regarder à explorer des partenariats. Je sais qu'il faut que ce soit une formule gagnant-gagnant et qu'il va falloir que le Canada, moi je pense que le Canada et le Nouveau-Brunswick, notamment n'importe quelle province et territoire qui est intéressé par l'immigration francophone et par le Maroc, d'explorer un peu plus, de comprendre un peu plus la mentalité marocaine. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Il a changé, il a évolué, il va de l'avant. Et donc, c'est peut-être revoir toutes nos lentilles francophones. Donc, c'est un pays qui a un vivier de talent énorme. Et donc, il faut voir de quelle façon le Canada, les provinces, les instituts d'enseignement postsecondaire peuvent collaborer pour des formules gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Asma. Peut-être Najat à la main levée. Okay. Alors, moi, je peux dire qu'à part la diversité culturelle, on a les deux pays en parallèle. La diversité culturelle est connue dans l'un et dans l'autre. Le bénévolat, le Maroc, les gens s'entraident, le sentiment d'entraide et le sentiment d'appartenance est très grand. On trouve la même chose au Canada, l'entraide, la collaboration, le sentiment d'appartenance. Moi, je dirais la collaboration. On sait que le Maroc a la première université au monde qui est Jamiat Karoline. Et on peut avoir beaucoup de partenariats dans ce niveau-là entre les universités, le Canada et le Maroc, différentes universités. On a déjà, nous, quand j'étais à Sherbrooke, on a des départements de l'université de Sherbrooke à Casablanca. Je ne sais pas si ça continue depuis ou non, mais moi, je sais que je sais que c'est bien. Je sais que le Maroc a la plus grande station énergétique solaire au monde
et le Canada s'intéresse à l'énergie renouvelable et tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire des liens dans ce sens-là, dans les énergies renouvelables et apprendre les uns des autres. Il y a des forces du côté du Maroc, il y a des forces du côté du Canada, par le fait que je sais que ma fille a travaillé à Calgary dans ce domaine. Alors, je sais qu'il peut y avoir des partenariats dans les énergies renouvelables. Et je sais aussi que dans la construction, que ce soit aéronautique ou automobile, le Canada est un chef de file aussi avec Bombardier. Bombardier était au Maroc. On m'a dit dernièrement qu'il l'a quitté. Mais le Maroc est sur comme m'a dit Madame Asma, il s'est lancé ces dernières 20 années dans la construction automobile. Il y a un grand potentiel aussi. Vous m'avez dit, Madame Asma, que votre mari est dans l'agriculture de la patate. Le Maroc, vous avez Monsieur Aziz tout à l'heure a dit qu'un tiers du Maroc, c'est de l'agriculture. Le Canada, c'est un pays d'agriculture, surtout dans les régions de l'Est. Alors, il y a un potentiel qu'on n'a jamais essayé d'aller vers et de l'exploiter. C'est vraiment, il y a une grande ouverture entre le Canada et le Maroc. C'est vrai qu'il faut connaître les mentalités, mais je crois que la mentalité canadienne est très proche de celle des Marocains. La générosité, l'entraide, le bénévolat, c'est des qualités qu'on trouve chez les deux peuples. L'accueil et tout, là, on est connu par ça. Merci. Parfait, merci beaucoup Najat pour ta contribution. Maintenant, on va conclure avec les questions du public et je vois déjà une question que je trouve fort intéressante. C'est une question, donnez-moi une seconde, c'est une question d'Angèle qui dit Monsieur Aziz a soulevé un problème important qui est la fuite des cerveaux. Comment, en tant que Marocain au Canada, vous vous positionnez par rapport à cela? Ne ressentez-vous pas un certain malaise vis-à-vis de votre pays d'origine? Donc, Je peux répondre? oui, vas-y, Ok, je trouve que allez-y, c'est une Asma. question qui a énormément d'insinuations. Il y a 37 millions de Marocains. Il y a autant de talents. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui sont partis, et nous sommes à peine 5 millions à l'étranger, tous contribuent de leur façon. Tous n'ont pas été formés au Maroc. Donc, non, si nous avons, je ne pense pas que les gens aient à se sentir mal ou pas. Chaque histoire d'immigration est différente. Chaque parcours est différent. Chaque personne a ses raisons de partir. Donc, les immigrants ou ce que je vais dire, les Marocains du monde n'ont pas à se sentir coupables. Non, pas du tout. Merci. Merci pour ce retour, Asma. Je vois Aziz qui aimerait aussi peut-être ajouter un élément. Oui, j'ai vu cette question. Je ne pense pas qu'il faille la présenter sous cet angle, surtout avec le panel qui a face à moi. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de conscience qui puisse se poser ou non. Il y a 5 millions de Marocains qui sont à l'extérieur. 4 millions sont partis depuis à peu près un quart de siècle. Ça correspond pile avec le phénomène de la mondialisation et de la libéralisation des transports. Et donc, forcément, les gens, si on voyait les statistiques des migrations dans les autres pays du monde, on verrait que c'est à peu près, ça devrait être à peu près la même chose. Maintenant, 5 millions de Marocains, c'est à l'étranger, c'est deux remarques. D'abord, c'est une extrême richesse, aussi bien culturelle, représentative que financière. Financière, la seule qui est évaluée à 10 milliards de dollars par an. Et ça a beaucoup monté par rapport au moment de la Covid. Pour la représentation des Marocains, je suis content de voir des Marocaines qui ne sont pas uniquement à Montréal. Là, on a Winnipeg, on a Nouveau-Brunswick, on a d'autres régions. Donc, voilà, les Marocains SM. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est sur le plan du vocabulaire de nomenclature. Le terme diaspora me gêne un peu. Le
terme diaspora, pour les spécialistes en migration, indique une communauté qui partit suite à un phénomène, à un cataclysme national, naturel, politique ou autre. Les Marocains sont partis, je pense, par des décisions, comme disait, je pense aussi bien Asma Konajat, sont partis sur des décisions personnelles. Et quand on part avec des décisions personnelles, c'est pas pour tourner le dos définitivement au pays d'origine, mais c'est pour y aller et continuer de le regarder. Maintenant, ce qu'il y a moyen de faire, les solutions sont pléthores, il y a énormément de choses à faire, et à commencer par cet ancrage africain du Maroc qui est très important. Les Chinois sont au Maroc, les Français sont au Maroc, les Américains sont au Maroc, les Anglais ont compris, ils arrivent au Maroc, les Russes aussi ont compris dernièrement, ils arrivent au Maroc, pourquoi pas les Canadiens? Et puis il y a la question linguistique. Les Marocains sont un pays donc à la confluence de trois civilisations, de trois ères, de langues, et donc sont polyglottes. Il y a l'espagnol, il y a l'anglais, il y a le français. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, pousser sur l'universitaire, comme disait Abba, pousser sur le tourisme, pousser sur l'économique et pousser aussi sur les activités bénévoles pour venir au Maroc et que les Marocains et que les Canadiens connaissent le Maroc. Très intéressant, merci Aziz. Peut-être je pourrais aussi apporter ma perspective. Moi, je dirais pas un sentiment de culpabilité, mais c'est plus une crainte, mais pas une crainte que pour le Maroc, mais de manière générale pour tous les pays et surtout nos voisins pays africains, parce qu'il y a aussi des gens qui vont émigrer d'autres pays. Je pense qu'il est le moment pour l'ensemble des nations, de la communauté internationale, de trouver des mécanismes pour que les migrations se font dans un cadre éthique, que les choses soient faites dans l'équilibre et que aucune nation ne soit perdante. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Najat aimerait ajouter peut-être quelque chose? C'est juste, en général, les gens, pourquoi ils vont quitter un pays? Nous, on sait que c'est pour les études, ou bien pour une récession dans le pays. Des fois, il y a un manque, il y a l'augmentation du chômage. Des gens ont beaucoup de diplômes, puis ils n'arrivent pas. Alors, c'est pas juste spécifique au Maroc. C'est des raisons qui s'appliquent à tout le monde qui quitte un endroit parce que la majorité, c'est courir après un gain de pain. Et c'est ça qui est la majorité. Je parle majoritairement. C'est des gens qui vont aller derrière l'emploi et faire vivre leur famille et trouver un monde meilleur pour leurs enfants. Parfait, excellent. Il y a aussi un commentaire intéressant de Atika qui dit il faut bien comprendre la différence entre accueil, intégration et inclusion des nouveaux arrivants. Très bon commentaire. Et d'ailleurs, en fait, l'activité que nous organisons aujourd'hui va dans ce sens parce qu'on ne veut pas se limiter à accueillir des gens puis qui restent des inconnus pour nous, mais on aimerait aussi connaître d'où ils viennent, leur pays d'origine, leur culture. Et je pense honnêtement que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se font. Vous pouvez, si vous revenez il y a 5 ou 10 ans, on n'a pas le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui dans l'équipe d'immigration à la FCFA ou même ailleurs. Peut-être Najat aimerait aussi Oui. ajouter. S'il te plaît, oui, j'ai oublié, on a quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant le webinaire. Dans tout mon cheminement en éducation, on a eu le problème de l'assimilation, on a eu le problème du racisme. Alors, on n'a pas abordé ça, mais l'assimilation, on a beaucoup milité pour avoir une vraie intégration, pas une assimilation. On est contre ça parce qu'on ne veut pas que les gens changent, appartiennent autrement, puis on les programme autrement. Et comme j'étais dans le domaine de l'éducation, vraiment, on a eu 8 ans pour militer, pour essayer, bien sûr, essayer, c'est pas radiquer, mais au moins on a essayé de sensibiliser les responsables et les dirigeants à cette façon de ne pas essayer d'assimiler les gens qui viennent de l'immigration et l'appartenance à leur pays. Excellent, merci beaucoup Najat. Et on a un petit délai de 5 minutes, mais je pense pas que c'est rédhibitoire. On va peut-être conclure avec une dernière question avant de donner la parole à Kim. Vous allez aussi recevoir un lien pour évaluer ce webinaire parce que ça va nous aider à améliorer nos webinaires dans le futur. Il y a une dernière question et je pense que Aziz pourrait
trouver une réponse. Alors, c'est une question de Laurie Anne Cyr qui dit, on n'a pas parlé de la relation à la langue française. On sait que dans les communautés francophones et acadiennes, on compte sur l'immigration francophone pour la vitalité. Toutefois, le rapport à la langue n'est pas le même. Comment rallier ces différences selon les panélistes et comment faire la place à la diversité linguistique de la francophonie? Peut-être une ou deux interventions très rapides parce qu'on est un peu sur pile poil avec le temps et avant de conclure. Donc, peut-être Aziz, un mot à dire. J'en ai parlé, peut-être pas assez longuement, mais dans ma dernière prise de parole, j'ai rappelé que les Marocains sont très à l'aise avec les langues et qu'une fois qu'ils partent dans des pays qui sont d'expression francophone, eh bien, ils sont francophones en général, ils sont francophones, ils sont même très bons francophones. Et cette francophonie, peut-être, est un des éléments ou des facteurs les plus importants de rapprochement entre nos deux pays, parce que c'est une passerelle aussi bien linguistique, mais culturelle et économique. Et donc, il y a énormément à faire. Venez au Maroc, vous allez voir que le français a encore de beaux jours devant lui à partir du moment où il trouve des investisseurs, enfin des gens qui sont engagés. Quant aux Marocains qui sont là-bas, ils sont là pour en parler eux-mêmes. Je pense que le français a beaucoup aidé à leur intégration et à leur assimilation aussi. Merci beaucoup, Aziz. Dernier mot pour Asma, rapidement. Oui, je pense que nos employeurs sont les modèles dans les communautés francophones et acadiennes hors du Québec. Et on oublie souvent l'employeur. L'employeur est celui qui donne le modèle, qui trace la voie. Ensuite, c'est la sensibilisation de la communauté face à l'arrivée future. Mais je pense que pour nous, la question la plus importante, comme l'a soulevé Aziz, si quelqu'un parle le français à la maison, il est considéré comme un francophone. Donc, c'est aussi de voir comment est considéré le francophone qui vient d'Afrique versus le francophone qui vient d'Europe. Je pense qu'il y a matière à débat et Lauriane, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Je connais ta passion pour le sujet. Merci beaucoup, Asma. Effectivement, c'était un excellent webinaire. Je pourrais même aussi ajouter le fait que peut-être que le français n'est pas notre langue maternelle, mais c'est une langue à laquelle on tient. Moi, je parle de mon expérience, c'est une langue qui m'a permis de s'ouvrir sur le monde. Et peut-être si jamais j'ai des enfants demain, j'aimerais bien qu'ils apprennent le français à côté d'autres langues. Et d'ailleurs, le Maroc est un exemple du multilinguisme. On peut parler deux, trois langues aisément et l'une ne va pas empiéter sur l'autre. Donc, je passe la parole à ma collègue Kimberly pour un mot de la fin. Merci à toutes et tous de votre présence. Merci à nos intervenants pour leur authenticité, leur témoignage et le partage de leur réflexion. Ce webinaire m'a permis de découvrir de nouvelles facettes du Maroc et ce fut vraiment très enrichissant. Je tiens à rappeler que la Semaine nationale de l'immigration continue avec de nombreuses activités dans vos régions. Alors, continuez à vous enrichir de nombreuses contributions des personnes immigrantes et à connaître les différentes cultures présentes dans les communautés francophones et acadiennes. À l'occasion de la semaine, la FCFA a publié l'édition d'automne du magazine Symposium Plus, qui est désormais disponible en ligne. Donc, on va vous partager dans le clavardage le lien pour y accéder. Symposium Plus, c'est le résultat de plusieurs mois de travail et de la collaboration entre une quarantaine d'intervenantes et intervenants de partout au Canada. Ce magazine est un bijou précieux qui porte la voix des experts, des leaders de l'immigration francophone. Vous y trouverez des articles qui touchent le secteur de la réinstallation des personnes réfugiées, des réseaux en immigration francophone, des communautés francophones accueillantes, des travailleurs en établissement et bien sûr de plusieurs membres de la table nationale en immigration francophone. Et vous y trouverez également d'excellents articles du milieu académique, notamment de l'Université Saint-Paul et de l'Université d'Ottawa. Alors, bonne lecture. Je vous souhaite une excellente journée. Merci énormément, Mehdi, pour ton excellente animation. Oui, merci à toi, Kimberly. Merci à tout le monde. J'espère qu'on va poursuivre le travail
pour plus de diversité, d'inclusion, toujours dans l'objectif d'une société respectueuse du multiculturalisme, de l'interculturalisme et de la richesse que peut apporter chacun et chacune d'entre nous. Donc, sur ce, bonne fin de journée et au revoir. Merci, Merci Mehdi. tout le S'il te monde. plaît, Merci. peux-tu m'appeler? Oui, je pourrais le faire. Merci Merci beaucoup. tout le monde. C'est Merci à tous. gentil. Merci. Merci à Merci vous. à tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. C'est Au un revoir. grand plaisir. Merci.